Dans l'épisode précédent, je vous expliquais que sans aucune expérience, ma fainéantise, enfin plutôt disons ma déformation professionnelle, m'avait poussé à copier automatiquement des traders pour profiter de leur expertise. Et pourquoi pas empocher le jackpot à moindre coût. Alors, comme beaucoup de débutants, j'ai rejoint un canal Telegram. Chaque jour, je recevais des signaux accompagnés de promesses les plus alléchantes les unes des autres. Plus 20 000 pips par an, 95% de réussite, copier ce signal maintenant. Et moi, convaincu après une brève analyse. Bien sûr, je me suis dit facile, j'automatise et je gagne sans rien faire. Sauf que pas du tout. Même avec des positions toutes prêtes à exécuter chez mon courtier, j'étais incapable de cliquer sans être un danger pour moi-même. Alors j'ai pris une décision. Je vais arrêter de suivre les autres et enfin comprendre ce que je faisais. J'ai commencé une formation de trading tout en continuant d'automatiser mon signal. Et je peux vous dire une chose, je n'ai jamais autant appris qu'en tombant dans tous les pièges du copy trading automatisé. Heureusement, j'étais sur un compte de démo. Très vite, le fameux SMIC de gain annuel qui avait éveillé ma convoitise s'était retrouvé enchaîné à une montagne de règles et de conditions. Suivez-moi, je vous raconte comment tout ça s'est effondré et surtout ce que j'en ai appris. Bien sûr, aucun conseil financier ni d'investissement dans cette émission. Tout ce que je vous partage ici, c'est mon point de vue personnel, le résultat de mes tests et de mes observations. Dans tous les cas, faites toujours vos propres recherches. Salut, je m'appelle Julie, je suis développeuse d'applications full stack en freelance. Et j'ai compris une chose essentielle. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans ce signal que je copie, mais dans la machine que je construis autour pour le comprendre, le maîtriser et l'exécuter au mieux. C'est pour ça que j'ai créé mes petites machines à cash, un outil simple, conçu pour vous aider à penser comme un investisseur ou un trader expérimenté, sans perdre de vue l'essentiel. Automatiser implique d'avoir des étapes bien rodées et éprouvées d'abord. Alors, je vous ai préparé 31 questions, réparties en 4 niveaux pour vous aider à identifier ce que vous ne savez pas encore. Vos biais, vos réflexes émotionnels et votre relation au risque. Même le risque fiscal. L'objectif, que vous puissiez automatiser intelligemment sans vous brûler les ailes. Le lien vers la bêta gratuite est en description. Vous aurez un accès illimité et gratuit pour cette première version. Et j'aimerais beaucoup avoir vos retours pour construire ensemble le cockpit parfait de vos petites machines à cash. Pendant la phase d'analyse de la stratégie, j'ai décidé de reprendre tous les trades à la main. Je voulais me mettre dans les conditions réelles, celles que mon automatisation vivrait plus tard. Et dès le départ, le plus difficile, ça a été de tout prendre, absolument tout. Les signaux pouvaient tomber à n'importe quelle heure. Tôt le matin, en pleine journée, tard le soir, je devais tout interrompre. Ouvrir l'application. Voilà, je suis chez mon courtier, je place la position. Allez, j'ajuste les ordres. Que ce soit de mon téléphone ou depuis mon ordinateur, je passais mon temps à switcher d'activité. La fréquence était telle que je me suis demandé combien de temps j'allais tenir ce rythme. Sans compter les gros inconvénients. Déjà, le sentiment d'urgence. Travailler dans la peur de rater un signal, c'est hyper anxiogène. Et ça m'a fait faire de grosses bêtises de saisie au début. Je me sentais constamment sur le qui-vive, incapable de décrocher de mon téléphone. J'étais même réveillée la nuit, de peur de me faire sortir d'un trade pendant mon sommeil. Puis les jours passant, je me suis habituée aux outils, au rythme de la stratégie. J'ai commencé à faire moins d'erreurs et à mieux comprendre la logique du signal. Même si, soyons honnêtes, le temps que je prenne ma position, le prix avait déjà bougé. Outre ces émotions, la peur, le stress, l'adrénaline, tout ça a été porté par une excitation puissante, entre la soif de connaissance et ma première mise en pratique pour apprendre à pêcher sur les marchés financiers. À la fin des 2 premières semaines, je décide de faire un premier comparatif. Le résultat est cinglant, toutes les positions ratées m'avaient fait perdre les gains. En fait, ne pas pouvoir suivre les signaux en temps réel, c'était perdre à tous les coups, mais pour des raisons différentes. Quand je ratais l'entrée, je manquais le profit du mouvement. Quand je ratais la sortie, je laissais partir les gains. Et quand je ratais la coupure d'urgence, je perdais carrément tout le capital risqué sur la position. Il fallait absolument que j'automatise rapidement, car je ne tiendrais pas le rythme pour obtenir des résultats affichés. Parce qu'à ce stade, j'étais clairement la seule responsable du fait de ne pas atteindre les performances promises. C'est très difficile de suivre un signal à la main.
toujours à affût, à copier-coller dans la précipitation, avec chaque erreur qui peut effacer les gains d'une semaine. Je commence à comprendre pourquoi le prix puisse être aussi bas. Pour 300 € d'achat de Signal, si on n'a que 300 € de capital, ça avance pas vite. Pire, on risque de tout perdre très vite, simplement parce qu'on a mal exécuté. Donc je m'applique. De plus en plus à l'aise, je commence à maîtriser mon interface, à comprendre le vocabulaire, à me repérer dans les graphiques. Ma formation de trading m'aide aussi à me mettre du sens sur ce que je fais. Petit à petit, je comprends surtout que je ne comprends pas. Je veux dire, ce que je copie a parfois déjà plusieurs trains de retard. Mes messages arrivent parfois inversés, donc c'est-à-dire que les prises des gains et des stops sont parfois échangées, et c'est de ce genre de situation dont je parlais dans l'épisode précédent. Il manque des règles, et c'est à mon automatisation de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le signal lui-même. Autant dire que ça m'inspire pas confiance, mais au moins cette fois, je vois venir et je peux corriger. Et puis, je découvre un nouvel outil, TradingView. Grâce à lui, je peux revenir dans le temps, zoomer jusqu'à la seconde près pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et là, je réalise pourquoi certains messages arrivent en retard. Le temps que le trader, il ouvre sa position, fasse une capture, copie-colle le message, l'envoie sur Telegram, plusieurs minutes se sont parfois déjà écoulées. Parfois, je reçois même l'ordre et sa clôture 30 secondes plus tard. Résultat, les performances du signal s'effondrent à cause des délais. C'est rageant de rater des trades gagnants car ils ne savent pas automatiser leur travail. Et là, je comprends une autre chose essentielle. J'aurais beau automatiser tout ce que je veux, si les données que je reçois soient fausses ou arrivent en retard, il est impossible d'obtenir les performances affichées. Je perds des pips tous les jours, je vois mon compte fondre à vue d'œil. C'est étrange, heureusement que je suis sur un compte de démo, un compte où je trade pour de vrai, mais avec de l'argent fictif. Pourquoi avec des gains positifs en pips, mon solde en dollars diminue autant? Dans ma formation trading, il y a un module entier sur la gestion du risque. Même si votre stratégie ne fonctionne pas tout le temps, vous devriez pouvoir tenir dans la durée. Parce que les périodes de perte, c'est normal, nous sommes dans un jeu de probabilité. Sauf que moi, à ce moment-là, je faisais confiance aveuglément aux traders du signal. Je me disais, quelqu'un qui vend un signal, c'est forcément quelqu'un de compétent, non? Quelqu'un qui ferait les choses proprement, voire même de façon irréprochable. Peut-être pas pour 300 balles, j'en demande peut-être un peu trop. Pourtant, plus j'apprenais, plus quelque chose me dérangeait. Un truc clochait, une incohérence palpable. Un matin, je reçois une alerte sur l'or. Le trader me demande de déplacer mon stop-loss à la baisse. C'est-à-dire que si le signal se trompe et descend encore, moi je perds beaucoup plus d'argent que la mise de départ que j'étais prête à perdre. Ça me démange d'ignorer ce message. Mais je le fais quand même parce que mon logiciel d'automatisation me frappe. Puis je me dis, si j'automatise, je dois exécuter exactement comme lui, même si je suis pas d'accord. Mais j'ai plus du tout envie de l'autoriser à faire des choses que je ne valide pas. Bien évidemment, ça rate pas, je me prends le retournement du marché dans la figure et je perds 600 $. En plus du choc de voir une perte si importante, j'ai une sensation très claire qui monte en moi. Elle est pas agréable. C'est physique. C'est comme écouter quelqu'un chanter faux au karaoké. Ça brille les tympans. Ça me dérange tellement que je tiens pas en place. En passant, c'est aussi pour ça que je ne vais pas au karaoké, parce que je chante faux. À ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce trader? Mais comment il réfléchit? Comment il décide de prendre ses gains? Et surtout, comment il décide de combien il peut perdre? Combien je peux perdre? Je reprends tous les trades depuis le début. Ce que je découvre me glace. La gestion du risque est en fait inexistante. Ce que j'aime dans la gestion du risque, c'est justement de savoir exactement combien je peux perdre, en combien de temps je peux le perdre. Combien de temps je peux tenir avant de cramer le compte, comme ils disent. Les tailles de position changent à chaque trade. Parfois, c'est 100 $ sur une devise, parfois, c'est 500 $ sur l'or. Pour le moment, ça ne fait aucune cohérence pour moi. Et ça ne me convient pas du tout. J'ai pas le budget de trader autant d'or avec cette stratégie. Ensuite, j'ai appris qu'il est strictement interdit en trading de déplacer son stop-loss à la baisse.
C'est-à-dire que quand on maîtrise son risque, on va pas s'amuser à perdre plus que ce qu'on avait décidé au départ. Et pourtant, c'est exactement ce que fait mon trader. Je m'arrête, je souffle, car quand je découvre ça, je suis écœurée. J'ai l'impression de laisser mon code de trading dirigé par le stagiaire du bureau. Je me calme, je me dis qu'il y a peut-être des signaux plus sérieux, d'autres traders plus rigoureux. Mais maintenant, au moins, je sais reconnaître ce genre de profil. Mais mon analyse n'est pas terminée. Je décide de me pencher sur la gestion des gains. Et oui, prendre des bénéfices, c'est tout un art, que je ne maîtrise pas encore, mais je me soigne. Aussi, j'avais des grandes attentes dans la capacité de ce signal. C'est là que j'ai découvert le poteau rose. Vous savez, le loup qui se cache là, derrière la belle histoire. Cette petite voix qui murmure, c'est trop beau pour être vrai. Eh bien, la vérité, elle était bien là devant moi. C'est juste moi qui l'ai déformée. Toute la subtilité du piège était dans l'interprétation. Des jeunes traders impatients et un peu naïfs comme moi à l'époque, et encore sûrement maintenant, n'écoutent que ce qu'ils ont envie d'entendre. Voici donc l'astuce, et franchement, elle est presque drôle. Enfin, surtout pour celui qui vend le signal. Pour que les 180 pips de gain annoncés sur ce trade valent vraiment 180 €, il faudrait tout encaisser d'un coup, c'est-à-dire 180 pips sur la position complète. Or, ce n'est pas du tout ce que l'on fait. Le signal s'auto-sabote. Écoutez bien, nous prenons des profits partiels. C'est-à-dire que on est ici, on monte à 30 pips, paf, on prend la moitié des gains. On monte à 60 pips, paf, on en prend encore un quart. Et puis, il reste 90 pips. Écoutez bien, on prend des profits partiels. On en prend la moitié à 30. On en prend un quart à 60. Et le reste à plus 90 pips. Donc le signal annonce fièrement, oui, on a fait 180 pips de gain. Mais en réalité, 30 $ coupé en deux, ça fait 15. 60 $, si on en prend un quart, ça fait encore 15 $. Et 90 $, le reste, ça fait 20 $. Total des gains, 50 $. Et pas 180. Et encore moins 300, qui était la vraie cible. Si vous saviez à quel point je me sentis nulle en réalisant que je m'étais laissé manipuler par mon ignorance. Même si le but était d'apprendre, j'avais de grandes attentes. Je refais des calculs encore et encore pour comprendre ce mécanisme de gain grignoté, persuadé que je m'étais trompée. Cette découverte est amère. Les pips ne sont pas toujours des dollars. Autant dire que mes 20 000 pips par an promis par le signal, c'est une illusion comptable. En réalité, ça représente à peine 10% d'un SMIC. Je voyais littéralement mon rêve s'envoler. La pilule passe mal, mais maintenant que je connais cette nouvelle règle, je vais pouvoir l'adapter. Je choisirai moi-même la répartition de mes gains pour récupérer le plus de dollars possible pour le même nombre de pips. Très bien, maintenant j'ai compris pourquoi je gagne peu. Mais alors, pourquoi je perds autant ? C'est en creusant une autre proportion que j'ai découvert que ce signal ne me ferait jamais gagner d'argent. Écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est sans doute la plus grande leçon que j'ai apprise grâce à lui. Cette proportion, elle a un nom. Le risque face à la récompense. En clair, combien je suis prête à perdre pour espérer gagner combien ? Ça veut dire que sur 10 tentatives, je dois gagner 5 fois, juste pour ne rien perdre. 500 $ de gain, 500 $ de perte, le résultat net c'est 0. 500 € de gain, 500 € de perte, résultat net 0. Et encore, en réalité, c'est négatif à cause des frais du slippage. Mais ça, on en reparlera sûrement dans la 3e partie. Dans l'idéal, il faudrait au moins viser du 1 pour 2, donc c'est-à-dire risquer 100 pour en gagner 200. Comme ça, même en gagnant seulement la moitié du temps, je sors avec 500 $ de bénéfices. Mais c'est là que la supercherie commence, parce que dans la vraie vie, on gagne rarement tout ce qu'on avait prévu. Sur ce signal, les prises de profit sont coupées trop tôt. Les positions partielles, ces grignotages réduisent les gains. Et au final, on touche à peine 10% de la récompense annoncée. Donc, notre risque face à la récompense est de, accrochez-vous bien, 10 de risque pour 1 de gain. Autrement dit, il faut que je gagne 10 fois pour compenser une seule perte. Sauf que mon trader, lui, il se plante en moyenne 2 fois par semaine depuis les 3 dernières années. Et là, tout s'explique. C'est pour ça que je perds autant, même quand le signal affiche des pips en positif.
puisque c'est sans compter les quelques étourderies de noter les pertes qui ne sont pas comptabilisées en fin de période. CQFD le signale et claqué au sol pour gagner de l'argent. En revanche, pour gagner des pips, il est redoutable. Voilà pourquoi ce signal n'est pas cher. Si on le teste pendant 2 mois, comme ça a été mon cas, on se rend compte de la fourberie. Moi, j'ai cru faire une affaire avec une licence à vie. Avec un abonnement à 10 € par mois, j'aurais payé 20 $ avant de me désabonner. Alors qu'avec un prix fixe et à vie, j'ai payé 280 $ de plus. En conclusion, je trouve que 2 mois de mon temps et 300 $, ce n'est pas cher payé pour tout ce que j'ai appris en m'exerçant à vraiment copier un signal. Maintenant, je sais que le trader ne pratique pas sa propre stratégie et que le stagiaire peut tout à fait s'en sortir seul. Et c'est pas fini. Pendant que j'apprenais tout ça, j'ai tout automatisé et ça fonctionnait, même trop bien. Tellement bien que j'ai compris que la stratégie, finalement, n'était pas la seule responsable des pertes. Si vous voulez savoir à quel point vous maîtrisez vraiment votre stratégie, faites le petit quiz de mes petites machines à cash. Le lien est juste sous cet épisode. Mardi prochain, on change de côté. On passe côté courtier. Je vous raconterai ce qui a été le plus difficile à mettre en place, ce qui a amplifié mes pertes et comment j'ai réussi à monitorer tout ça. Parce que croyez-moi, les relevés de compte, c'est tout sauf pratique pour analyser une rentabilité. À mardi prochain pour le dernier épisode de mes petites machines à cash sur le copy trading.